Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander si tu es vraiment vivant? Si en fait tu n'es pas en train de vivre des choses seulement en spectateur parce qu'en fait tu es peut-être bel et bien mort. Moi en tout cas, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est normal, comme on me le rappelle souvent en commentaire, vu que je suis psy, c'est que c'est moi qui suis malade et qu'il y a un problème. Plus sérieusement, c'est vrai que j'ai parfois ce sentiment de déréalisation, pour employer un terme précis, c'est-à-dire un moment où la réalité me paraît altérée, extérieure à moi-même, et ça peut parfois me faire penser que je suis mort et que je ne m'en rends pas encore vraiment compte. Est-ce que j'ai un syndrome de Cotard? Le syndrome du mort-vivant pour autant? Si tu suis ma chaîne, tu connais l'adage, un symptôme ne signe pas une structure. Et deuxièmement, il y a une différence fondamentale avec le syndrome de Cotard. Lorsqu'il m'arrive de traverser ces expériences, elles sont transitoires et soumises au doute. Donc en gros, je vais bien. Enfin, j'ai pas ça quoi. Dans cette vidéo synthétique, nous allons simplement voir quels sont les symptômes et manifestations du syndrome de Cotard, ses causes suspectées, les signes avant-coureurs de la maladie et les traitements possibles. Le syndrome de Cotard, comme son nom l'indique, et je vais le rabâcher à chaque fois, est un syndrome. Donc pas un symptôme, mais un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes et symptômes dont je te propose de faire l'inventaire, mais sache que cette maladie est tellement rare qu'il existe d'abord et avant tout dans la littérature scientifique des études de cas. Je me base en partie sur une analyse factorielle rétrospective de 100 cas de la littérature par Berrios et Luc en 1995 qui a conduit à la première classification factorielle de trois formes de syndrome de Cotard. Toutes les sources sont en description et je t'encourage à aller y jeter un œil. Sur toute la littérature scientifique retenue, les symptômes les plus fréquemment rapportés chez les sujets étaient la dépression dans 89% des cas, donc anxiété, stress, isolement, troubles du sommeil, troubles de l'appétit, idées suicidaires, troubles de la concentration, etc. Les délires nihilistes concernant le corps, présents dans 86% des cas, croyance qu'un organe est manquant ou en putréfaction, les délires nihilistes d'existence dans 69% des cas, la croyance de ne pas exister ou être mort, de l'anxiété à 65%, inquiétude, crainte, obsession, symptômes somatiques, de la culpabilité à 63% des cas, ne me demandez pas pourquoi, des délires hypochondriaques pour 58%. C'est la certitude, et j'insiste sur le mot de certitude, d'avoir une maladie sans fait objectif pour la valider. Mais rappelez-vous toujours que l'hypochondrie est la seule maladie que les hypochondriaques croient qu'ils n'ont pas. Et enfin, un délire d'immortalité pour près de 55% des cas recensés. C'est-à-dire que dans plus d'un cas sur deux, la personne est certaine de ne pas pouvoir mourir. Ce symptôme est un vrai problème puisqu'il apporte à ses patients des répercussions sur leur vie sociale, ils désinvestissent un certain nombre de relations, sur l'attention portée à soi-même, comme par exemple le fait de se nourrir, se laver ou faire attention à sa sécurité. Un point super important pour la psychologie en tant que telle, mais aussi sur ce que le syndrome de Cotard peut nous apprendre sur la psychopathologie en général, c'est que l'étude de Berrios et Luc, ainsi que beaucoup d'autres décrivent, une dépression psychotique avec une mélancolie prédominante, mais peu de délire nihiliste. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il faut savoir qu'en psychopathologie, il n'y a pas encore de consensus qui déterminerait si la mélancolie, qui est un trouble dépressif extrême, grave et majeur, relèverait de la psychose ou de la névrose. Or, je peux vous assurer que le travail psychothérapeutique est très différent que l'on soit en présence d'une névrose ou d'une psychose, justement. Donc c'est très important de savoir pour le clinicien. Alors le fait qu'il y ait vraiment une récurrence mélancolique avérée dans une psychose comme le syndrome de Cotard m'amène à faire pencher la balance de la mélancolie davantage vers la psychose. Bon, tu t'en fous, hein? Et ben pourtant c'est hyper important pour un psy, sache-le. Plus sérieusement, les études nous montrent à quel point il s'agit de délire mélancolique. Qui dit délire dit manifestation psychotique, un délire qui se construit autour de la mélancolie, qui elle-même nourrit le délire, qui lui-même aggrave la mélancolie, et ainsi de suite. De la même façon que les délires nihilistes et d'existence sont extrêmement anxiogènes, cela également crée un cercle vicieux chez le sujet. Tout se passe comme si chaque symptôme venait en nourrir un autre, qui se répercute sur un autre, qui vient en aggraver le premier, et ainsi de suite. Une escalade sans fin si des traitements ne sont pas mis en place. Les trois stades dont nous avons parlé et qui ont été proposés par une étude japonaise de 99 sont la germination initiale, ou stade prodromique, caractérisé par une hypocondrie et des sensations de dépersonnalisation. Le stade d'épanouissement, qui implique le développement de symptômes complets de délire nihiliste.
Et enfin, le stade chronique, qui implique les changements chroniques de l'humeur et la systématisation des délires. Ce syndrome peut être secondaire à de nombreuses affections psychiatriques. La liste est très longue, mais je ne vois pas l'intérêt de les énumérer parce qu'il faut les voir comme des comorbidités observées et non des liens de cause à effet. Il suffit en fait de retenir qu'il y a presque toujours une psychopathologie associée ou qu'il y en a eu une auparavant. Après, sur un trouble aussi rare et spectaculaire, l'anamnèse doit être hyper poussée, alors on finit toujours par trouver un truc, c'est certain. Pour ce qui est des maladies somatiques associées, il en existe un sacré paquet aussi, mais globalement, il faut retenir que c'est tout ce qui aura des répercussions neurologiques, un traumatisme cérébral, un infarctus cérébral, des tumeurs cérébrales, des atteintes épileptiques, des lésions cérébrales en tout genre. Il y en a vraiment beaucoup, mais depuis quelques années, l'imagerie nous permet d'explorer la piste d'un trouble au niveau du gyrus fusiforme, de l'amygdale et de la circulation des informations entre ces deux parties du cerveau. En tout cas, cela se repère chez les formes avec une prédominance des déconnexions émotionnelles et de non-reconnaissance des émotions, visage et image de soi. Pour ma part, en tant que psychologue clinicien, ce qui m'a le plus parlé dans les signes avant-coureurs et autres prodromes qui doivent mettre en alerte vont être la combinaison de 4 éléments que de nombreux auteurs relatent. La dépression, la psychose, le délire et l'isolement social. Plus je lisais les études sur le syndrome de Cotard et plus j'en suis venu à me dire que c'est vraiment la combinaison de ces 4 manifestations qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Et vu que je n'ai pas insisté plutôt sur l'isolement social qui se retrouve fréquemment et progressivement, eh bien j'insiste plus ici. Petite précision, signes avant-coureurs ne veulent pas dire cause directe ou lien de cause à effet. Non, ce sont des signes qui attestent d'un début possible de la maladie, rien de plus. Donc, en tant que psy, quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille et nous alerter. Le syndrome de Cotard comporte un grand risque suicidaire et à cause de cela, il est recommandé d'instaurer un traitement le plus tôt possible. À ce jour, la littérature est claire sur ce qu'il faut faire pour la prise en charge thérapeutique. Un traitement antidépresseur, un traitement antipsychotique, des thérapies électroconvulsives, oui, et des psychothérapies pour tout ce qui aura trait au retentissement de la maladie. Comme d'habitude sur ce type de psychopathologie, les traitements ne sont pas magiques, mais la fenêtre optimale de soins se trouve bien dans l'accompagnement pluriel pour augmenter les chances de guérison. Ce nouveau numéro de votre faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris quelque chose, merci de poser un pouce pour remercier du travail accompli, de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi et un bon retour pour moi face à l'algorithme à la con de YouTube. Si tu es intéressé par la psychologie, les thérapies ou comment est-ce qu'on progresse sur soi en consultation avec un psy, je te conseille mon livre qui est dans toutes les bonnes librairies et plateformes littéraires. Si tu souhaites soutenir davantage la chaîne, tu peux me soutenir sur Tipeee. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.